Bonjour et bienvenue dans la Maison 5. C'est un espace éphémère aussi gourmand que culturel, saupoudré de sport, d'art et de design autour de l'iconique Renault 5. Et c'est dans cette ambiance pop et colorée que nous allons explorer ou peut-être même découvrir finalement le design sonore avec Gilles Vidal et Jean-Michel Jarre. Bonjour. Alors, Gilles Vidal, vous êtes le directeur du design de chez Renault et à vos côtés, je ne sais pas si je vous fais l'affront de vous présenter, Jean-Michel Jarre, que tout le monde connaît évidemment. L'un s'occupe du design, l'autre s'occupe de la musique. Et là, je suis assez à l'aise pour poser ma première question. Qu'est-ce que c'est que le design sonore ? Et quand ça a commencé? C'est Gilles? Allez. Alors, j'attaque, moi, j'attaque. Allez, vas-y. Alors, dans le monde de l'automobile, le design sonore, c'est quelque chose d'assez nouveau, quoique. D'ailleurs, dans le temps, on parlait de stylisme automobile, pas de design. Donc, on parlait d'esthétique. Et le design, vous le savez tous, c'est une beaucoup plus noble notion, une plus noble activité que le simple stylisme. Le design, c'est faire en sorte que l'expérience de vivre quelque chose au quotidien, dans l'automobile, pour nous par exemple, soit meilleure que ce qu'elle était jusque-là. Et ça passe par tout ce qu'on peut vivre d'expérience qui est forcément multisensorielle. Donc au-delà de la fonction simple de l'objet et de son esthétique, qui peut être plus ou moins émotionnelle, plus ou moins belle, selon les goûts des uns et des autres, il faut donner du sens à tout ça et surtout une expérience puissante. Et donc on a toujours été relativement adroit dans le design automobile sur la forme, sur la matière, sur la mise en forme de tout ça. Le son, c'était un peu une notion. Voilà, le bruit qualitatif d'un claquement de porte, par exemple, ou d'une boîte à gants qui se referme, par rapport à un bruit un peu cheap. On avait quelques notions comme ça, et puis on avait des hi-fi plus ou moins qualitatifs dans nos voitures, mais on était loin du compte dans cette science qu'est le son et la musique, par rapport à ce qu'on savait faire sur le formel, par exemple, à côté. Donc, pour parfaire, pour aller au bout de cette expérience multisensorielle complète, on essayait très fort de monter le niveau de jeu chez nous, mais je pense qu'il fallait faire appel à des professionnels dans le domaine. Donc je te passe le relais du coup. Le design sonore, c'est quoi pour vous, Jean-Michel? Alors, en préambule, je dirais que le design sonore, c'est lié au design tout court. C'est-à-dire qu'on a traversé une période assez sombre dans le design dans l'automobile, dans les fin des années 80-90, où d'un seul coup, il y avait cette obsession, à juste titre, d'essayer de gagner, de gagner en vitesse. Gilles connaît ça beaucoup mieux que moi, mais j'en dis un mot quand même. Et donc, du coup, on a finalement privilégié une forme d'efficacité à l'époque aux dépens de l'esthétique. Et je pense que la beauté induit tout. En fait, l'esthétique induit énormément de choses. C'est pas une question subjective, en fait, c'est une question objective. C'est-à-dire, un bel objet, ça fait partie ça va avec une forme d'écologie de notre quotidien. C'est-à-dire le fait d'être entouré par des objets qui sont esthétiquement, qui ne polluent pas, finalement, notre environnement quotidien. Et évidemment, l'environnement sonore est effectivement aussi important. Donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui avec le design sonore, c'est ne pas rajouter, d'abord être confronté à un nouveau type de véhicules qui sont les véhicules électriques, qui sont donc des véhicules au départ silencieux, quoique, on en reparlera, mais des véhicules silencieux. Donc créer je dirais, une orchestration, en fait, un arrangement sonore sur ces véhicules silencieux, c'est-à-dire comme un partir au fond d'un canevas, d'une toile blanche, qui est le silence, et essayer d'aménager ce silence pour des raisons de sécurité, puisque ça peut être dangereux, justement, d'avoir des véhicules dans un environnement urbain en particulier totalement silencieux, et en même temps de ne pas ajouter la pollution sonore à la pollution sonore des villes. Donc, ça demande effectivement donc, un travail en totale complicité avec, au-delà de Gilles, aussi les équipes techniques de Renault, puisqu'on parle de Renault, c'est-à-dire le fait qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, on est quand même tributaire aussi du hardware, c'est-à-dire par quoi va passer ce son. Je donne un exemple, les voitures thermodynamiques classiques, le bruit du moteur, c'est un bruit qui est généré par
les pièces mécaniques du moteur qui génèrent ce bruit à 360. D'accord ? Quand il faut générer un son pour une voiture électrique, donc quand on rentre dans le design sonore d'une voiture électrique, on va passer par des haut-parleurs. Donc la qualité, la taille de ces haut-parleurs, le fait de pouvoir en amont parler aux équipes techniques en leur disant est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu de place au moment où vous concevez la voiture, plutôt qu'on a conçu la voiture et après on va mettre les haut-parleurs là où on peut. Le fait qu'il y ait un haut-parleur à droite plutôt qu'à gauche, ça veut dire qu'on va privilégier un trottoir plutôt qu'un autre, par exemple, dans une ville. Donc il y a des tas de problèmes qu'il faut arriver à maîtriser et qu'il faut partager avec toute la chaîne de production et de conception et de production d'une voiture, qui fait qu'au bout du compte, on va pouvoir déterminer le design sonore en fonction de tous ces différents paramètres et de ces différentes limitations. Alors, ce qui est amusant quand je vous écoute, quand même, c'est que vous avez fait appel à un artiste qui s'appelle Jean-Michel Jarre, et moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être face à un ingénieur. Bah oui, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous demandez à, je vais pas me comparer à ce que je vais dire, mais si vous demandez à Yehudi Menuhin ou à Eric Clapton de ce qui fait leur son, c'est pas seulement leur technique, c'est aussi leur instrument. C'est-à-dire qu'il faut avoir, quand on est musicien, une connaissance optimale au maximum de l'instrument sur lequel on joue. Les pianistes savent ça, les violonistes, les guitaristes, les batteurs, c'est ce qui fait... Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, mon instrument, c'est par exemple la Renault 5. Donc, comment arriver à, je dirais, domestiquer la bête. Donc, c'est ça, vous commencez par comprendre comment elle fonctionne pour ensuite l'accompagner vers ce design sonore. Voilà, exactement. Et pour ça, il y a toute une équipe, et j'ai eu la chance de rencontrer Bénédicte Lenindre, qui est ici, qui est la grande ordonnatrice des questions sonores de Renault, de travailler avec l'IRCAM aussi, pour arriver à ce que je puisse, moi, en tant qu'artiste, apporter finalement une forme de disruption par rapport à des sujets uniquement techniques. Donc, de pouvoir un peu donner un coup de pied dans la fourmilière, comme dirait Luca De Meo, par rapport à ça. Et puis ensuite, être conscient des limitations, parce que c'est en fait les limitations qui vont donner le résultat, qui vont faire que le résultat, musicalement ou artistiquement, sera, j'espère, convaincant. Comment vous avez travaillé, vous vous êtes inspiré, on m'a dit, enfin je vous ai écouté dans des vidéos, vous dites je me suis inspiré d'un trait. Alors pour le coup c'est un peu abstrait, ça va falloir nous expliquer. Non, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de liens communs entre un designer et un architecte, je dirais, comme Gilles, et puis un musicien. C'est-à-dire, c'est finalement la main, c'est-à-dire le trait. Le point commun qu'il y a entre un architecte et un musicien, c'est finalement c'est le geste, c'est la main. Et donc, un véhicule, c'est aussi un trait sur la route. Donc, il faut savoir comment ce son va vivre en mouvement. C'est quelque chose de différent par rapport au problème des musiciens en particulier. On a rarement, quand on dirige un orchestre, on a rarement l'orchestre qui bouge. On a rarement non plus, c'est la même chose pour des instruments de musique sur scène. Là, on a un instrument qui bouge. Je donnerai un exemple. Si vous faites un test uniquement, par exemple, sur le rendu des graves sur une voiture à l'arrêt, vous allez vous apercevoir qu'en mouvement, les graves peuvent disparaître. Si vous mettez, par exemple, le caisson de basse dans le coffre, sous le coffre, si le coffre est vide ou si le coffre est rempli de bagages, n'aurait pas du tout le même rendu. Donc, ce sont tous ces problèmes-là qu'il faut arriver à décrypter, analyser, pour arriver à trouver une moyenne qui soit finalement la plus satisfaisante possible, par exemple. Gilles Vidal, comment ça s'est passé, cette collaboration entre Jean-Michel Jarre et toutes vos équipes? Alors, justement, c'est très intéressant sur l'exemple du caisson de basse, parce que quand on intervient sur une voiture déjà conçue, on fait le mieux possible en termes de performance, de résultats. Et puis on commence à avoir des discussions maintenant très sérieuses sur co-concevoir, co-designer. Ce que tu disais juste avant, Jean-Michel, sur faites-nous un petit peu de place. Oui, en fait, il faut pas juste faire une voiture dans laquelle, après coup, on jette des choses là où on peut, où il reste un peu de place, là où il reste un peu de place. Ça va faire partie du brief initial que d'avoir le meilleur niveau imaginable et donc composer autour de la contrainte ou du besoin de la performance du son. Le parallèle de ça, ce serait peut-être les écrans de navigation. Dans les écrans des voitures modernes, aujourd'hui, vous voyez des trucs extraordinaires, des graphismes magnifiques, du motion design un peu soigné.
Mais il faut imaginer qu'il y a 10 ou 15 ans, tous les constructeurs achetaient chez de nombreux sous-traitants comme Magneti, Marelli pour en citer un, une navigation qui était ce qu'elle était, qui n'avait aucun design particulier à part qu'elle faisait le job en fait. Et c'était un non-événement en termes de design, c'était un équipement comme ça qu'on jetait dans la voiture. Donc là, on est passé sur ces sujets-là des écrans et sur le design sonore un peu plus tard, sur cette intégration de 360 degrés de tous les paramètres dans le design. Alors pour nous, c'est un empilage de contraintes supplémentaires, mais c'est ce qui fait le sel de notre métier finalement. C'est qu'on s'exprime dans la contrainte, dans la compilation de tous ces trucs-là pour rendre la meilleure expérience possible au final. Et donc, là, je pense qu'on se comprend bien. Enfin, moi, je suis peut-être aussi un ingénieur, mais aussi un designer, je trouve, parce qu'on se comprend dans ces notions-là, en fait. Comment concevoir ensemble. C'est pas deux mondes qui ne pouvaient pas communiquer, au contraire, on a l'impression exactement. que là, tout le monde s'est retrouvé, réuni, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que je pense que tu as une conscience aiguë d'amener une expérience extraordinaire au final, en fait. Et une vision très précise de quel cheminement, qu'est-ce qu'il faut activer pour y arriver. Et c'est exactement une démarche de designer, en fait. Donc, on se comprend et on travaille très bien ensemble. Donc, Comment je pense qu'on parle, je m'excuse, mais on parle du design sonore, même au-delà de l'automobile. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tradition, et c'est intéressant de le partager avec vous aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle la musique électroacoustique ou la musique électronique, elle est née en France, en fait. Elle est née en France et en Europe, et j'ai eu encore l'occasion de le rappeler il y a quelques heures, dans un autre contexte. Et le fait, justement, que le design sonore est finalement quelque chose qui fait partie aujourd'hui de la grammaire des compositeurs, qui est né dans les années 40 avec des gens comme Pierre Henry, comme Pierre Schaeffer, des gens qui sont à la fois issus cette tradition de musique électroacoustique ou électronique française, elle est à la fois issue du mouvement impressionniste, c'est-à-dire le fait de procéder par touche, d'avoir une certaine approche mélodique et sonore, et en même temps aussi du mouvement surréaliste, c'est-à-dire le fait de mélanger, de faire des oxymores sonores, de mélanger des choses qui ne vont pas les unes avec les autres. Et c'est-à-dire que finalement, comme je le dis souvent, de mélanger, je sais pas, le son d'un oiseau avec une clarinette ou le son d'une machine à laver avec des percussions. Ça, c'était des choses qui viennent en fait de nos racines, nous, franco-européennes en tout cas, d'Europe continentale, et qui fait qu'aujourd'hui, la musique qui est faite aujourd'hui, les compositeurs sont tous devenus plus ou moins font du design sonore. C'est-à-dire mélangent des effets sonores aux sons orchestraux ou aux sons musicaux. Et donc, c'est quelque chose qui, finalement, fait qu'on peut aujourd'hui, je pense, mieux dialoguer, des gens comme moi, des musiciens peuvent mieux dialoguer avec des gens comme Gilles, comme designer, mais beaucoup plus important encore, avec des gens qui sont dans la technique, dans la production, et qui n'ont aucune idée de ce dont on parle au départ, et qui éventuellement me voient arriver, et je pense peut-être aussi Gilles au début de sa carrière, le voyait arriver avec méfiance. Et tout ça, ça demande aussi une certaine dose de diplomatie, je vais dire. Diplomatie et curiosité aussi, je crois. Voilà, ce qui exactement. Définit. Non, mais ça, c'est super important. Comment on définit la signature sonore d'une marque comme Renault? Comment on fait? Sur quels critères? Je pense que dans notre métier du design, quand on travaille pour une marque, en tout cas, on doit quelque chose à cette marque. Une marque, elle est plus vieille que nous, et elle va nous survivre largement, on espère. Et donc, une marque, elle a des valeurs, elle a des racines, elle est potentiellement intemporelle, même si elle a le droit de se transformer. Et donc, ce qu'on fait, moi, je suis patron du design pendant un certain moment, jusqu'à une certaine date, un jour. Et donc, je suis un petit moment de cette histoire. Donc, je dois respecter l'héritage, je dois respecter l'identité de la marque, et quand même lui amener de la nouveauté, du renouveau, et faire une marque rebondissante. Et puis, mon successeur, un jour, aura cette même mission à son tour. Et donc, on doit être très conscient de ces valeurs-là, un peu intemporelles, on doit respecter un certain héritage, et en même temps, on doit rafraîchir, faire rebondir. Donc c'est vrai pour nous sur le design des voitures, des objets automobiles par eux-mêmes. Et donc si on fait la même analyse sur les valeurs de la marque, sur sa raison d'être, sur la bienveillance, quelle vision, voilà, un côté altruiste, comme ça, un côté humaniste que peut avoir la marque Renault, des voitures très généreuses. Cet héritage voiture familiale, mais pas que, parce qu'il y a aussi du dynamisme, un héritage sportif extraordinaire. Bref, la compilation de tout ça, on voit tout de suite un peu ce que ça peut représenter.
Et je pense que pour le design sonore, c'est pareil. On va aller chercher une certaine fraîcheur, un côté un peu pointu, mais une certaine bienveillance. Enfin, en tout cas, je vais te laisser développer là-dessus. Mais voilà, on doit se baser, je pense, sur un brief, sur des valeurs, sur une philosophie, sur une vision du monde qu'on veut proposer dans notre petit univers. Mhm. En fait, on s'est retrouvé avec Gilles et notamment et aussi avec Luca De Meo sur le fait de se dire, finalement, qu'est-ce que c'est la marque Renault? Comment elle s'inscrit, comme vient de le dire très justement Gilles? En fait, c'est une marque pop. Qu'est-ce que ça veut dire une marque pop? Ça veut dire qu'à la fois, c'est une marque qui est populaire, au bon sens du terme, dans ses gammes de prix, et en même temps, qui est assez disruptive, c'est-à-dire, et qui avait perdu un petit peu, peut-être ces dernières années, cette optique pop, c'est-à-dire le côté... c'est-à-dire un côté assez cool, assez disruptif, assez fun, que ce soit qu'on s'adresse à une clientèle plus familiale ou plus jeune, qui peut être aussi familiale d'ailleurs, et c'est tout ça qu'il faut arriver à générer. Donc, sur le plan du son, faire appel, je pense, à un musicien je pense, c'est une bonne idée. Je parle au-delà de moi. Le fait justement de pouvoir arriver à se dire, et c'était le travail qu'on a fait avec Bénédicte Lenâtre et avec l'IRCAM aussi, c'est que je puisse apporter aussi, si j'ose dire, une dose de poésie. C'est-à-dire quelque chose qui colle à un moment donné de l'évolution de la marque, quelque chose qui soit justement à la fois disruptif, à la fois dynamique, et en même temps... oui, avec un certain... Je parlais d'impressionniste tout à l'heure, je pense que c'est assez comme ça, moi, que j'ai approché cette aventure, aussi bien sur le son VSP, c'est-à-dire le son le son extérieur, le son de la voiture elle-même, que les sons d'accueil aussi. Parce que justement, c'est quoi la fonction du son dans un véhicule? Normalement, c'est plutôt c'est fonctionnel, quoi. C'est pour faire du bruit, pour dire attention, j'arrive. Alors, je vous donne un exemple. On a beaucoup travaillé justement avec Bénédicte et avec toute l'équipe de l'IRCAM sur, en fait, qu'est-ce que doit évoquer le son d'une voiture électrique aujourd'hui? Déjà, une voiture électrique, ça ne fait pas de bruit. Voilà. Ah. Qu'est-ce que ça doit évoquer aujourd'hui? On est passé pendant des décennies sur le fait que la notion de puissance et de vitesse était liée à une notion testostéronée de l'automobile. Oui, c'est-à-dire le côté vroom vroom, qui aujourd'hui, en fait, on s'en aperçoit à cause de notre meilleure conscience par rapport à l'écologie et à l'environnement, par rapport très démodé, en fait. Moi, je m'excuse, mais quand je vois une Lamborghini passer aujourd'hui, pour moi, ça date du siècle dernier. C'est pas le 21e siècle, c'est derrière nous. Et pour moi, le symbole de vitesse aujourd'hui, si on interroge des gosses dans la rue, c'est le vaisseau de Star Wars. C'est-à-dire, c'est l'hovercraft, c'est-à-dire la vitesse qui glisse un rapport plus soft à la vitesse et au déplacement. Et c'est ça qu'on essaye de mettre au point, justement, avec les voitures, c'est-à-dire d'avoir un son qui évoque une vitesse, mais pas nécessairement une lourdeur, et avoir une sorte de légèreté. De légèreté, et je pense que la vitesse peut être synonyme de légèreté. La vitesse de la lumière, par définition, on n'en a pas trouvé le son encore. C'est presque... c'est ça qu'il faut essayer d'arriver à évoquer, tout en respectant les limitations de vitesse d'Anne Hidalgo, bien entendu. Et en plus, vous arrivez à glisser une petite touche d'émotion aussi dans le son. On en reparlera. Comment le design sonore illustre l'identité d'une marque? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, par exemple, par rapport à la Renault 5? Alors, sur Renault 5, il y a plein de travaux à plein de moments de la voiture. Alors, on peut parler de tous les sons fonctionnels, comme vous le disiez, sur le son du clignotant, le son de la voie de la navigation. Il y a plein de choses qu'on peut, pardon pour l'anglicisme, mais crafter soigneusement, ciseler soigneusement pour que tout résonne correctement avec ce qu'on veut faire raconter de la marque, ce qu'on veut lui faire dire. Et puis, on va jusqu'à une séquence d'accueil, par exemple. Donc, quand on monte... La voiture se déverrouille, on approche, on ouvre la porte, on monte à bord, et là il y a une séquence d'accueil qui s'active avec toute une petite animation dans les écrans et une signature sonore justement qui vient mettre dans l'ambiance. Et ce qui est intéressant, c'est que la marque Renault, elle est assez multifacette. Dans le groupe Renault, on a d'autres marques comme Dacia ou Alpine qui sont, vous pouvez tout à fait imaginer, très resserrées, très denses, très concentrées, très homogènes.
Par nature, la marque Renault, quand on a des petites Renault 5 ou des véhicules utilitaires ou une grande voiture comme la Rafale par exemple ou la Scénic, on a une diversité d'objets assez extraordinaire, on a un foisonnement d'objets. Nous sommes une marque moins recentrée. Et donc c'est là où il y a une subtilité supplémentaire, c'est que non seulement on veut créer une signature pour notre marque en général, mais en plus, à une autre échelle, une signature un peu plus fine et différente entre une Renault 5 et d'autres véhicules sur lesquels on a été amené à travailler ensemble, ou d'autres véhicules pas encore sortis, dont je me tairai les détails ce soir, mais où il y aura des petites subtilités sur des identités un peu différentes. Donc on a cette chance quelque part, je trouve que c'est une chance, c'est pas un défaut d'avoir ce foisonnement dans une marque, au contraire c'est une richesse extraordinaire. On va aller chercher des signatures un petit peu variées, mais avec une signature globale, une philosophie globale. Mais sur Renault 5, pour revenir à Renault 5, cette petite voiture pop, un peu rétro-futuriste, il y a des petites signatures. Alors je te laisserai, tu raconteras beaucoup mieux que moi l'émotion sonore de tout ça, mais voilà, il y a plein de niveaux entre la séquence d'accueil, tous les sons fonctionnels, le son que la voiture émet à l'extérieur pour signaler sa présence à basse vitesse dans les villes, qui est réglementaire et obligatoire et qu'il faut signer du coup pour ne pas être sur un vrombissement générique un peu à force même rébarbatif en ville probablement. Donc on a tout un éventail de sons entre la signalétique et la signature musicale composée vraiment. C'est aussi riche que ce qu'on voit finalement au final dans nos voitures. Moi, je suis un grand fan du travail qui a été fait par Gilles et son équipe de manière générale, et sur la R5 en particulier, et sur d'autres modèles que vous découvrirez bientôt, qui sont absolument incroyables. Et en fait, travailler avec Gilles, ça m'a fait penser au fait que le design est revenu au devant de la scène dans l'automobile. D'une certaine manière, n'écoute pas ce que je vais dire, Gilles, mais Gilles, c'est un peu un Raymond Loewy d'aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi je parle de Raymond Loewy pour ceux qui ne savent pas nécessairement qui c'est. C'était un très très grand designer dans les années 50 et 60 qui a dessiné des tas d'objets du quotidien, et dans l'automobile, des Studebaker, des Corvettes, enfin toutes ces voitures qui étaient délirantes au niveau, qui étaient très pop et assez démente au niveau du design, et avec en même temps une énorme élégance et une énorme signature visuelle. Et donc qui a en fait influencé d'ailleurs le monde de la musique énormément. Le design des années 50-60 a généré le rock, par exemple. C'est tout à fait... On voit des jukebox, c'est des calandres de voitures, en fait. Donc on voit qu'il y a ce lien entre le design et le son et la musique. Et ce que j'aime énormément dans le travail de Gilles, que j'admire vraiment beaucoup, même, on ne devrait pas en parler, mais même avant Renault, parce que Gilles avait une existence et un certain nombre de victoires dans le design, et je pense que moi, ça a été une grosse source d'inspiration pour moi, pour aborder le son, par exemple, de la R5. Et la R5, elle a en même temps ce côté un peu chien fou, en même temps, donc il fallait lui donner cette espèce de côté un peu, encore une fois, pop et un peu disruptif, et puis en même temps, il y a un côté aussi rassurant, parce qu'elle a ce côté aussi, encore une fois, non pas seulement pop, mais aussi à la fois un objet du quotidien familier. Et donc, par exemple, ce qu'on appelle les welcome sounds, c'est-à-dire les sons d'accueil de l'intérieur, je les ai créés en fonction justement du design qu'avait défini Gilles. Et donc, c'est une première étape, parce que c'est du work in progress, tout ça. En même temps, ce qui est passionnant, c'est qu'on expérimente. Bon, je pense qu'on a travaillé déjà sur une première gamme de sons, de ce qu'on appelle les welcome sounds, c'est-à-dire quand vous ouvrez la portière, il y a un son qui vous accueille. Ce son, il ne faut pas qu'il vous exaspère parce que vous allez le couper au bout d'un moment. Donc, il faut qu'il soit suffisamment abstrait, mais en même temps qu'il évoque une forme de familiarité dans lequel, jour après jour, on aime se retrouver. Donc, c'est compliqué. Ouais. C'est un exercice même de composition compliqué. Et en même temps, il faut aussi que ça rassure, et il faut aussi que ça induise quelque chose qui soit lié tout ça, c'est intangible, c'est très subtil, à une notion de confort aussi, et rassurante, avec le fait qu'encore une fois, tout est à créer dans l'univers sonore de la voiture électrique. C'est ça qui est passionnant. Et c'est un vrai défi parce qu'il faut tout inventer. Le son
tous les sons, alors le son des portières, ça existe sur une voiture électrique, mais les voitures électriques, par exemple, la carrosserie est plus légère. Donc là, on a été habitué pendant des décennies à penser que ce qui rassure, c'est finalement une carrosserie solide, c'est-à-dire quelque chose de lourd. Alors qu'on n'est plus dans avec les matériaux qui sont utilisés dans le design, on n'est plus du tout là-dedans. Donc il faut retravailler tout ça, il faut recréer un imaginaire du véhicule. C'est passionnant, évidemment. Alors depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des sons. On a évoqué le son VSP. Vous savez ce que ça veut dire, le son VSP? Qui sait? Ah, alors ça veut dire quoi, VSP? Alors c'est le son que doit émettre réglementairement la voiture à basse vitesse pour signaler sa présence. Donc on a un certain niveau de décibels à produire, à émettre. Donc pour qu'en ville, quand vous voyez une petite Renault Zoé qui sillonne les villes depuis presque 13 ans maintenant, elle a un son signature, on l'entend venir avec un vrombissement justement, qui était un son qui avait été conçu à l'époque, à une époque très antique, hein, c'était les balbutiements de la vraie nouvelle ère électrique, puisque imaginez que d'abord les véhicules électriques ont existé en 1898 par là-bas. Donc, ah bon? Oui, les premiers véhicules électriques. Alors l'électricité a perdu la bataille avec l'essence à l'époque, à l'évidence. Et il y a eu d'autres tentatives au milieu du XXe siècle qui ont de nouveau pas réussi à tenir la distance face au thermique. Là, on est rentré dans la vraie ère électrique. Renault l'a anticipé par rapport à la concurrence à l'époque de la Zoé, justement. Bref, tout ça pour dire que la Zoé déjà avait ce son très reconnaissable. Et l'idée, justement, c'est d'éviter ce qu'on disait tout à l'heure, ce vrombissement que toutes les premières voitures électriques ont pu employer. Et on s'est dit, ben non, il faut créer quelque chose d'original qui remplit le cahier des charges, disons, réglementaire, de signaler la présence du véhicule, mais avec une signature particulière, avec une âme particulière. Alors la nouvelle R5, elle est dotée donc d'une séquence d'accueil graphique et sonore et d'un fameux VSP, conçu évidemment en collaboration avec Jean-Michel Jarre et Gilles Vidal. Le son VSP, je vous propose de l'écouter. Un mot, Jean-Michel? Alors comme ça, on se dit, tous ces grandes théories pour aboutir à quelque chose finalement d'assez minimaliste. Pourquoi? Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que là, on n'entend pas le son en mouvement. C'est-à-dire que ce qui change beaucoup les choses, c'est la raison pour laquelle l'IRCAM a eu un rôle très important dans la collaboration, c'est en fait le fait de pouvoir donner une notion de vitesse au son, c'est-à-dire en faisant varier la hauteur. Et puis le fait de passer, par exemple, de jouer entre le mode mineur et le mode majeur, par exemple. Tout ça sont des choses qui sont assez subtiles et qu'on sentira quand le véhicule va évidemment se déplacer. Et en même temps, comme on l'entend, je pense, il y a effectivement la volonté d'être assez harmonieux. C'est-à-dire de partir presque d'un son presque orchestral, mais qu'on va pouvoir justement faire évoluer au fur et à mesure de la vitesse, avec le fait qu'on a à prendre en compte, par exemple, le bruit des pneumatiques. Dans une voiture traditionnelle, le son du moteur couvre le son des pneus, des pneumatiques. Dans le silence, les sons des pneumatiques sont assez importants à certaines vitesses. Et donc ce son VSP, en fait, aujourd'hui, s'interrompt après 30 km/h parce que c'est plus utile. C'est moins utile, en tout cas. Et donc, il y a toute cette... Et puis, en même temps, la réglementation. En même temps, il faut aussi suivre aussi la réglementation qui est très précise sur le fait qu'on ne peut pas, malheureusement, pour moi et pour nous, ne pas dépasser un certain nombre de décibels. Et à juste titre, pour ne pas rajouter de la pollution sonore à ce qui existe déjà. Mais tout ça, c'est en même temps aussi des choses qu'il va falloir, à un moment donné, améliorer, notamment, par exemple, avec la sécurité sociale peut-être, mais sécurité routière, pardon, ou les lois, parce que, en fait, ça a été déterminé de manière un peu abstraite il y a quelques années, et tout ça évolue. Et aujourd'hui, on devrait arriver à avoir et je souhaite qu'on puisse le faire dans le futur, arriver à améliorer la réglementation en matière sonore, être un peu plus souple et tout simplement être un peu plus
adapté à l'époque dans laquelle on se trouve. Un autre son dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est les Welcome Sound. Alors ça, c'est donc quand on ouvre la portière, c'est ça? C'est ça. Voilà, je vous propose de l'écouter. Alors ça, il y a plusieurs sons qu'on a choisis pour chaque modèle. Là celui-là, c'est le modèle, c'est le son pour la R5, comme vous le comprenez. Il faut que le son soit finalement qu'on s'y habitue, mais qu'on puisse pas vraiment trop le mémoriser et là, on n'entend pas les graves, mais il y a aussi dans le son du grave qui donne cette notion de confort. Et évidemment, on touche directement, pas seulement au problème du design, mais de la fabrication, c'est qu'il faut qu'on ait les bons haut-parleurs, et c'est vrai aussi dans le tuning sonore dont on n'a pas parlé, mais qui fait aussi partie de mes attributions avec l'ingénieur que j'ai amené de mon équipe, qui s'appelle David Perrault, et on travaille aussi avec l'équipe de Gilles et avec Bénédicte, sur le fait de pouvoir aussi repenser, parce que tout ce qu'on se dit, c'est très bien, mais encore faut-il que ça soit diffusé de la meilleure manière. Et pour l'instant, si je caricature, les gens, la plupart du temps, dans beaucoup de cas, je ne parle pas spécifiquement de Renault, les gens conçoivent le cockpit et en dernier moment font appel et se disent « Ah oui, il faut mettre du son. » Donc, on a oublié, où est-ce qu'on rajoute. On va le mettre sous la coudoir, sous le tapis, enfin là où il reste de la place. Et forcément, on peut faire tout ce qu'on veut après sur le plan sonore. Et ça dépasse même le cadre de ce dont on parle, mais simplement de la musique qu'on va écouter là. Et évidemment, ça dépend. Et c'est pas vraiment seulement une question d'argent. C'est une question d'état d'esprit, de conception, c'est-à-dire de pouvoir. Ce que Gilles a parfaitement évidemment compris depuis un moment, c'est de pouvoir, dès la conception du cockpit, de pouvoir se dire l'équipement sonore fait partie de la conception du cockpit. Ouais, l'intégrer dès le départ. Comment que tu suspends un mot. Non, mais après, pour revenir sur la séquence d'accueil, donc on aura cette variété-là. Ici, vous avez reconnu un son, quand on parlerait de design rétro-futuriste, même si on veut un résultat très moderne, très projeté dans le futur, et on reconnaît les indices, les ingrédients de l'ancêtre, de l'icône historique. Je trouve que c'est bien vu, c'est bien joué, et je trouve que c'est assez délicat. Enfin, j'imagine que c'est compliqué de trouver un son qui va traduire ça, en fait. C'est sûrement plus simple, c'est vrai pour nous en design, par exemple, c'est plus simple de faire une voiture complètement futuriste, nouvelle, en partant de la feuille blanche, que d'avoir cette contrainte de faire une nouvelle Renault 5 du futur, par exemple. Et j'imagine que c'est pareil pour la signature sonore de la séquence d'accueil. Si c'était carte blanche pour un véhicule ultra-futuriste, ce serait presque plus simple, je trouve. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ma vision du truc, mais bon, même mon vécu du truc. Mais de réussir à remplir ce cahier des charges un peu plus complexe d'héritage et de proche. Oui, l'R5, c'est un peu Back to the Future. En fait, pour ça que j'ai utilisé des sons, par exemple des sons de synthé qui sont un peu des sons des années 80, mais dans un habillage qui soit un habillage plus actuel, plus 2024 ou 2025. Donc tout ça, c'est subtil quand on en parle, mais en fait, ça demande pas mal de réflexion pour arriver à ce que ça soit naturel pour tout le monde, c'est-à-dire que ça soit sinon invisible, mais que ça aille de soi. Et donc j'espère qu'on est déjà arrivé avec la première série de sons, puisque là, on parle du Welcome Sound de la R5, mais il y a différents Welcome Sound, sons d'accueil, suivant les modèles. On parle aujourd'hui de celui de la R5, mais il y en a d'autres. Comment le design et le design sonore, on l'a déjà un peu évoqué, mais prennent en compte les évolutions de notre société? Alors il y a le côté sociétal déjà, c'est rester discret, mais en même temps être repérable. Alors sur le design, la mission de la Renault 5 d'ailleurs, en tant que modèle, si on revient en 1972, quand la Renault 5 originale est sortie, il y avait une crise pétrolière et il fallait réussir à proposer une voiture très abordable sur le prix d'achat et qui consomme peu d'essence, évidemment. Donc c'était une réponse parfaite à la société telle qu'elle était et à une crise qu'on vivait à cette époque-là. Donc une vision très judicieuse d'amener une solution pour les gens, une solution de mobilité pour les gens.
Et dans le contexte d'aujourd'hui, on doit rendre les véhicules électriques abordables. Alors on sait qu'un véhicule électrique, pour l'instant, est un peu plus cher que son équivalent thermique. Et donc on fait tout, notre mission, c'est une mission qu'on se donne avec la marque Renault. C'est quand on parle de pop et de populaire, de pop culture et de populaire, c'est ça, c'est réussir à délivrer un véhicule qui, dans le contexte d'aujourd'hui, on va vers plus d'écologie, vers des solutions électriques, et ce n'est pas la seule solution écologique d'ailleurs, par ailleurs, on doit rendre ça abordable et accessible. Mais en plus, il ne faut pas être dans le renoncement, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire en sorte que que le véhicule soit ultra attractif, soit sexy, soit pétillant, soit explosif, et donc notre job, c'est, enfin vous le savez, parce que vous êtes tous un peu experts du design dans la salle, c'est ça, c'est de réussir à délivrer non seulement une fonction, avec une esthétique, avec une expérience, mais caler dans un contexte de société qui est convenable. Alors après, il y a encore de la place pour des hypercars qui valent des millions peut-être, mais ce n'est pas notre job. Notre job, c'est de réussir à délivrer ça. Donc c'est très... s'il y a une marque automobile, il y en a d'autres, c'est vrai, qui est très dans la réponse au contexte du monde, de notre société, et la réponse juste, Renault est quand même... voilà, c'est une mission qu'on se donne. Renault est vraiment calé là-dessus. Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour que le bruit, finalement, laisse la place au son? C'est une bonne question, et c'est pas du tout... Ce qui est intéressant dans cette question, c'est que je pense de plus en plus que ce n'est pas du tout une notion de goût. C'est ça qui est compliqué, c'est que je peux faire un morceau de musique et puis les gens peuvent l'aimer ou pas. Ouais. Ça, on est dans un domaine qui est purement artistique, et donc qui est le libre choix d'aimer ou de rejeter quelque chose. Dans le cas d'un travail sur le design sonore, c'est différent. Les paramètres sont complètement différents, et effectivement, l'idée, c'est une autre partie du défi, je dirais. C'est comment, dans la pollution sonore, notamment urbaine, comment arriver à ne pas rajouter de pollution tout en étant repérable et en même temps incarné. C'est-à-dire que une R5 aujourd'hui ne ressemble pas au son d'une Porsche électrique ou d'une Mercedes électrique ou même d'une Peugeot électrique ou peu importe. D'arriver. Et donc, c'est tout ça qu'il faut arriver à prendre en compte et ne pas rajouter non plus de pollution. C'est compliqué. Je pense que ça va l'être peut-être moins dans l'avenir, puisqu'on aura peut-être moins de moteurs classiques. Et donc, parce que quand même, le bruit majeur dans une agglomération, c'est quand même le bruit des moteurs. Qui a quand même changé. Hein. Quand on écoute une ville dans les années 70 et aujourd'hui, c'est déjà, on a quand même déjà baissé le niveau sonore. Moi, je me souviens que j'ai été le premier musicien en fait, occidental à jouer en Chine, juste au début des années 80. Je débutais dans ma carrière et j'ai été frappé quand je suis arrivé à Pékin de voir c'était une ville où il n'y avait pas de voiture. C'est-à-dire que donc il n'y avait que des vélos et que des piétons. Et en fait, vous étiez sur des avenues larges comme les Champs-Élysées, où le seul son qu'on entendait, c'était le son des passants sur le trottoir d'en face et des roues de vélo. Et une fois de temps en temps, il y avait une voiture qui arrivait, mais qui n'avait pas du tout la loi. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de se frayer un chemin avec des coups de klaxon parce que tout le monde s'en foutait. Et en fait, et on s'apercevait donc, et c'est effectivement ce qu'ont dû vivre nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, c'est-à-dire d'être dans des agglomérations. En fait, le bruit ambiant, c'était pas les bruits de moteur. Et petit à petit, avec les voitures électriques, on est en train d'y revenir. Dans certaines, je parle de la Chine, j'étais à Shanghai il n'y a pas très longtemps, et il y a des quartiers où il y a pratiquement plus de voitures thermodynamiques, et il n'y a que des voitures et des scooters électriques, et d'un seul coup, le son, à Tokyo aussi, le son de la ville est complètement différent, beaucoup plus calme. Et donc, du coup, les sons des voitures électriques vont devenir de plus en plus importants et auront besoin de plus en plus d'être incarnés, même pour l'identité d'une marque. Gilles, un mot à ajouter ? Oui, en fait, finalement, en tant que designer, on design et on fabrique
des objets qu'on voit beaucoup, qui traînent partout dans nos rues, sur nos routes. Et donc, quelque part, on a ce devoir de livrer quelque chose de plaisant esthétiquement, de plaisant en termes de design sonore, justement parce que ça va être très présent, ça va être tout le temps là dans notre contexte de vie. C'est comme quand vous voyez, je sais pas, un immeuble très moche se construire, ça peut arriver. Tout le monde se dit, oh là, quelle catastrophe, comment ils ont pu décider un truc pareil. On doit faire tout ce qu'on peut pour délivrer des choses plaisantes, même si c'est une question de goût derrière, mais en tout cas accordées, harmonieuses, parce qu'on impose ça finalement aux yeux et aux oreilles, en l'occurrence de tous. Donc on doit le plus possible avoir cette vision la plus objective possible, justement, de quelque chose qui résonne correctement avec la sensibilité humaine, et pas juste une question de goût, pas juste une question culturelle ou d'éducation, je ne sais quoi. Donc c'est facile à dire hein, ici dans la salle, après il faut le faire, mais, Oui. mais voilà, il faut tendre vers cette espèce de Graal de raisonner harmonieusement avec l'environnement dans lequel on se trouve, en fait. Mmh. Puis de manière aussi, dans un futur proche, on va pouvoir, de la même manière qu'on a pu reconnaître dans le passé une marque plutôt qu'une autre par rapport au son. Oui, l'identité de marque, bien sûr. Et ça va être tout le côté excitant du futur, ça va être de pouvoir justement déterminer une personnalité sonore par rapport à une marque. On va faire des blind tests en ouvrant des portières de voitures et on va dire je sais la marque. Ou quand les voitures passent. Je devine la marque. Ou quand les voitures passent même. Ouais. Ouais. Exactement. Ben, ça, c'est l'avenir. Merci à vous deux. Le design sonore, vous l'avez compris, il contribue à insuffler une identité forte aux marques du groupe Renault. Le design sonore dans les véhicules pour une meilleure sécurité, mais pas que. C'est aussi pour créer de l'émotion, du bien-être et même de l'attachement. Jean-Michel Jarre, Gilles Vidal, merci pour ce talk qui a mis nos neurones en éveil et nos oreilles à l'affût de tous ces nouveaux sons. Merci beaucoup.